Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 4 juillet 2024. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure, comme ça n'avait pas été le cas depuis très longtemps, mais maintenant nous le retrouvons. C'est Charles Sana qui est avec nous pour décrypter l'actualité économique et politique notamment. Bonjour Charles. Bonjour tout le monde. Merci Charles d'être avec nous ce matin. Charles Sana, vous êtes éditorialiste, économiste, fondateur du site insolentiae.com. Avec nous pour décrypter donc l'actualité économique, politique, l'actualité des marchés financiers. Charles, le rebond, on lit à droite à gauche depuis le début de la semaine que le rebond des marchés s'explique principalement par le fait que le Rassemblement national ne devrait pas avoir de majorité absolue à la Chambre basse du Parlement français à l'issue du deuxième tour ce dimanche. Qu'en pensez-vous ? Je pense, au risque de dire l'inverse, que c'est à peu près le contraire. C'est-à-dire que je pense que les marchés sont plutôt rassurés que ce soit le Front populaire, et en l'occurrence la partie la plus à gauche, LFI, qui n'est pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce dont il faut bien se rendre compte, si vous voulez, c'est que en gros, le programme du Rassemblement national, qu'on soit pour ou contre, qu'on l'aime ou pas, c'est pas le sujet. Le programme du Rassemblement national a été totalement vidé de sa substance. Excusez-moi, j'ai les trucs qui sonnent. A été complètement vidé de sa substance ces derniers jours et ces dernières semaines. Or, LFI, eux, ne sont revenus, enfin, le Front populaire n'est revenu sur absolument aucune de ces propositions programmatiques, économiques et financières, avec un budget nécessaire qui est absolument considérable et que le Front populaire va équilibrer avec un recours absolument phénoménal à l'imposition et à la taxation. Donc, les marchés financiers, ce qui les inquiétait, c'était avant tout cette possibilité-là, possibilité qui, a priori, semble exclue, selon eux. En tout cas, ils ne jouent pas l'arrivée d'une gauche dure au gouvernement et à Matignon. Et donc, par la force des choses, ça veut dire qu'il y a un programme économique qui est plus solide que l'autre, pareil, sans faire de prosélytisme ou quoi que ce soit, vraiment dans une approche purement objective et économique, il y a un programme qui est plus solide que l'autre, du coup. Alors, j'utiliserai pas le mot solide parce que finalement, si vous me permettez, le mot solide pourrait faire croire qu'on a un jugement de valeur sur ces programmes. Moi, je vais pas avoir de jugement de valeur sur ces programmes, donc je vais pas dire plus solide ou moins solide. Je vais dire plus techniquement. Beaucoup plus dépensier ou beaucoup moins dépensier. Aujourd'hui, globalement, le Rassemblement national dit qu'il fera à peu près rien. Il va commencer par un audit. L'audit lui dira qu'il y a plus de sous et plus de marge de manœuvre. Et il dira, c'est pas de ma faute, c'est l'audit, il y a plus de sous, il y a plus de marge de manœuvre. Point, fin de l'histoire. Le Rassemblement national se concentrera sur son programme, plutôt sur son volet sécuritaire et sociétal, donc moins de délinquance, la gestion des flux migratoires, etc., si tant est qu'il y arrive là-dessus. Mais en tout cas, il se concentrera là-dessus et ce sera l'essentiel finalement pour ses électeurs. Concernant le nouveau Front populaire, là, la démarche est totalement différente. Il y a une volonté extrêmement forte de changer la manière dont l'économie se fait, avec des dépenses absolument considérables, des changements majeurs, des abrogations de lois, l'abrogation de la loi anti-squat, mais vous avez aussi l'augmentation du SMIC qui pèserait sur les entreprises, vous avez le rétablissement d'un impôt sur la fortune, sans doute avec une assiette relativement large pour aller chercher des milliards d'euros qui vont être nécessaires pour financer le programme social. Donc vous avez une véritable volonté de rentrer dans un programme social qui nécessite et qui implique des dépenses qui sont très importantes. À un moment donné où, ne nous leurrons pas, nous avons accumulé un endettement qui est absolument majeur. Alors ça, Front populaire n'y serait pour rien, il arriverait au pouvoir, mais il hériterait d'une situation avec une situation financière, un endettement d'un niveau jamais vu. Là-dessus, il va rajouter des centaines de milliards d'euros de dépenses qu'il va financer par un accroissement de la pression fiscale, alors que nous sommes le pays de l'OCDE qui a déjà la pression fiscale
la plus forte, c'est évidemment la certitude d'aller à peu près droit dans le mur avec un programme économique comme celui-là. Mais du coup, par la force des choses, est-ce que, donc on se souvient, juste avant les élections législatives, la dissolution, les agences de notation ont dégradé la note de la France. Est-ce que il faut s'attendre à ce que ces dégradations s'enchaînent désormais ? Alors, si vous avez un gouvernement qui, à défaut de réduire considérablement les dépenses, arrête d'en faire des nouvelles, va pouvoir peut-être passer entre les gouttes. Si jamais vous commencez bien évidemment à rajouter des dépenses qui sont pas financées ou encore plus difficilement finançables par une augmentation ou un alourdissement de la pression fiscale. Je le rappelle, nous sommes dans le pays de l'OCDE, c'est-à-dire le pays développé dans lequel la pression fiscale est la plus élevée au monde. Nous sommes devant aujourd'hui les pays nordiques dont on vantait tant le modèle social et nous n'avons plus rien qui marche. Ce dont il faut bien prendre conscience, c'est que toujours plus de dépenses n'est en aucun cas la réponse au bonheur et à la félicité, sinon, bien entendu, les exemples de tous les pays communistes qui nous ont précédés auraient apporté au monde la félicité et le bonheur le plus absolu aux masses laborieuses et travailleuses de la planète entière. Bon, manque de bol, ça a apporté dictature, misère, pénurie, et ça s'est terminé par un effondrement dans un effroyable fracas. Ça ne fonctionne pas. On le sait. Et on sait ce qui ne marche pas en plus, on l'a bien compris. Donc, le sujet est très simple. Il s'agit aujourd'hui de revenir à du bon sens budgétaire et financier. Ce bon sens budgétaire et financier, à un moment donné, il va falloir avoir le courage de dire, contrairement à ce que dit par exemple une Sandrine Rousseau qu'on trouve dans le Front populaire, on ne redresse pas le pays avec le droit à la paresse. C'est pas avec le droit à la paresse qu'on va redresser la nation française. Quand la France sort de la Deuxième Guerre mondiale ruinée, bombardée, humiliée par certains aspects, après une défaite terrible, une occupation terrible, une collaboration terrible, une épuration terrible, bon, il faut reconstruire le pays. Et ce pays, nous ne le reconstruirons pas en disant « je revendique mon droit à la paresse ». Ensuite, on va le reconstruire avec un programme qui va être relativement social, le fameux CNR, le programme du Conseil national de la résistance. Mais attention, ce programme social, il part de l'existence de quasiment rien en termes de droits sociaux et de droits acquis. À part quelques semaines de congés payés, hérité de 36 et du Front populaire, le droit social est extrêmement limité à l'époque. Les avantages sociaux également. Et on a une période de pleine croissance, on a une espérance de vie qui est très limitée. Donc le financement des retraites n'a strictement rien à voir, y compris en montant. C'est-à-dire qu'en montant, l'équivalent de la retraite mise en place par le Conseil national de la résistance, c'est l'équivalent aujourd'hui d'un tout petit minimum vieillesse. Ça serait l'équivalent d'un RSA. Voilà comment on met en place le système de retraite à l'époque, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Ce que je veux vous dire, c'est que nous allons être obligés de revoir à la baisse de manière très significative l'État-providence. Il n'est pas normal. Et je le dis avec une immense sincérité, mais parce que c'est ce que je pense très sincèrement. Il ne relève pas de la solidarité nationale de donner des chèques de rentrée pour que les gens puissent acheter des fournitures scolaires, des t-shirts, des polos, ou pour certains qui gèrent comme ils le souhaitent, puisqu'on leur donne de l'argent, un écran plat. Alors, on ne sait pas exactement combien achète un écran plat versus combien achètent bien les fournitures scolaires pour leurs enfants. Et à la limite, c'est pas le sujet. C'est que il n'appartient pas à la puissance publique de payer la rentrée scolaire. Soit on fournit les fournitures dans le cadre d'un contrat, d'une très bonne gestion, on fait des économies de masse et puis les cahiers sont fournis par les écoles, par les collèges, par les lycées en fonction de ceux qui en ont besoin. Et là,
pourquoi pas. Mais on n'a pas à verser de primes. On n'a pas non plus à verser de primes pour partir en vacances. On n'a pas non plus à verser de primes pour faire des cadeaux à Noël. Et là, c'est peut-être, je dirais, l'exemple le plus outrancier de confusion entre ce qui est la juste solidarité et la juste protection sociale, à laquelle nous pouvons avoir tous recours parce qu'à un moment donné, nous allons nous retrouver malades, en incapacité de travail, dépressifs, que sais-je. Donc, cette juste solidarité sur laquelle, je pense, il n'y a pas de débat. On est tous à peu près d'accord sur la nécessité d'aider parmi nous ceux qui, à un moment donné, sont touchés par un accès de faiblesse, quelle qu'en soit la cause. Et là-dessus, je crois qu'il n'y a pas trop de soucis. En revanche, il n'appartient pas aux impôts de financer les cadeaux de Noël de Pierre, Paul ou Jacques. Et alors, ça va devoir se réduire de manière très significative. On vous entend bien, Charles. J'aimerais revenir juste sur une donnée. Vous parlez effectivement de ce modèle social, ce modèle économique, ce modèle politique, qui alourdit d'une certaine façon un peu, je dirais, le budget national. Ceci étant, c'est une donnée qui a été publiée il y a un peu plus d'un mois. La France, en 2023, est le pays en Europe qui a attiré le plus d'IDE, d'investissements directs étrangers. Du coup, elle était quand même attractive par la force des choses. Est-ce que cette situation, ce manque de visibilité dont parlent les entrepreneurs, les grands patrons, les dirigeants de fonds d'investissement, ce manque de visibilité, finalement, quel que soit le modèle social, va pénaliser, quoi qu'il arrive, les finances publiques, je dirais. Vous avez plusieurs paramètres. Vous avez la dépense sociale d'un côté, vous avez l'attractivité française de l'autre et vous avez le déficit au milieu qui est la variable d'ajustement. Je m'explique. Comme on n'arrive pas à réduire les dépenses sociales, mais qu'il faut bien quand même avoir une attractivité et travailler notre attractivité, ce qu'a fait objectivement le président Macron depuis qu'il est rentré en fonction, on donne un certain nombre d'allègements de charges. Alors, on a des charges qui sont extrêmement élevées. Elles sont tellement élevées. Alors, on est spécialiste de ça en France. On crée plein d'impôts. Et puis, comme ces impôts sont quand même totalement insupportables, on crée les exonérations d'impôts aux impôts qu'on a soi-même votés. Et donc, comme de toute manière, on ne réduit pas les dépenses en face, on alourdit bien évidemment le déficit. Alors, il n'y a rien de contradictoire, c'est que la variable d'ajustement, c'est le déficit aujourd'hui, donc c'est la dette. On a une forme d'attractivité parce que les entreprises bénéficient d'exonérations qui sont extrêmement critiquées d'ailleurs par le Front populaire et par les gens de gauche qui disent qu'il faut taxer les entreprises. Une fois qu'on aura taxé les entreprises, rassurez-vous, les IDE vont s'effondrer, les investissements en provenance de l'étranger vont s'effondrer, les entrepreneurs vont arrêter, bien entendu, d'investir, les marges vont s'effondrer, et puis l'économie va petit à petit s'étioler, le chômage augmenter, la croissance diminuer, les rentrées fiscales, au lieu d'augmenter, cette politique mortifère qu'envisage la gauche et dont on connaît toujours les résultats donnera l'exact opposé. C'est ce qu'on appelle les rendements décroissants. On croit qu'en augmentant les impôts, on va rentrer plus d'argent dans les caisses et en réalité, on en rentre moins puisqu'on étouffe les investissements, la croissance et la créativité de nos entreprises. Est-ce que la France est attractive ? Pour le moment, elle reste relativement attractive d'un point de vue financier. Est-ce que les incertitudes retirent de l'attractivité ? Bien évidemment. Et ça, c'est un paramètre évident. Vous avez le président de la CPME, de la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui a déclaré que la France venait de perdre un trimestre de croissance grâce entre guillemets, à la dissolution plutôt hasardeuse initiée par le président Macron. Et il a raison. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a plus d'investissement de la part des entreprises. Tous les projets quasiment sont gelés. Et j'irai même plus loin. Ce qui concerne les entreprises concerne aussi tous les particuliers qui sont dans une attitude de projet. Et je pense notamment à tous nos concitoyens qui veulent acheter un bien immobilier, qui veulent investir peut-être dans un bien locatif ou ce genre de choses. Nos concitoyens qui sont quasiment en position d'entrepreneur, c'est-à-dire qui ont un
projets qui ont un investissement important à faire, que ce soit investir dans un appartement, dans une maison, investir dans une voiture, ce genre de choses, eh bien, tous les projets sont gelés et aujourd'hui, plus aucune vente quasiment ne se fait. Et si vous interrogez les agents immobiliers, le téléphone juste ne sonne plus, les visites ne se font plus. Donc, effectivement, tout est aujourd'hui complètement gelé. La France retient son souffle, et pour citer une émission fort ancienne et fort célèbre, la France a peur. La France a peur, la France retient son souffle, la France sclérosée. On est tous d'accord pour dire que cette dissolution, bonne ou mauvaise idée, en tout cas, a été peut-être prise très rapidement. Toujours est-il que, dernière question Charles, malgré tout, est-ce que c'est ce qu'on devra retenir des deux quinquennats d'Emmanuel Macron, si on regarde quand même par la force des choses l'évolution du revenu disponible brut et du pouvoir d'achat, les ménages français se sont quand même enrichis sous Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut quand même lui mettre ça pour lui ? Avec une très très grande nuance. Vous avez vraiment, et je crois que ces élections le montrent, ces élections répétées d'ailleurs, puisqu'on parle de 2022 avec un barrage républicain où la gauche est allée réélire contre mauvaise fortune, bon cœur, mais enfin avec mauvais cœur et mauvaise fortune, Emmanuel Macron qui derrière leur a planté le poignard dans le dos en disant ma réélection m'oblige, merci aux gauchistes, maintenant boum, la retraite à 64 ans, et un coup de poignard dans le dos. Ça c'était 2022 avec une très forte augmentation du nombre de voix pour le Rassemblement national et pour Marine Le Pen. Les élections européenne avec une très forte augmentation des voix pour le Rassemblement national, tout lors de cette dissolution et du premier tour des législatives. Donc je crois que le message est clair. Pour répondre à votre question, vous avez deux catégories de Français. Vous avez ceux qui ont profité de l'augmentation du pouvoir d'achat sous Emmanuel Macron. Et globalement, on parle ici d'une France qui est plutôt citadine, qui est plutôt cadre sup, qui est plutôt la France qui profite de la mondialisation, de l'internationalisation, de l'européanisation. Cette France où on a des gens qui vont étudier à l'étranger, vont travailler à l'étranger, reviennent, s'expatrient, bref. Cette France-là, effectivement, elle va très très bien, elle s'est enrichie sous Emmanuel Macron. Les entrepreneurs, pour partie, se sont enrichis sous Emmanuel Macron parce qu'il y a eu une baisse de l'impôt sur les sociétés, on est passé de 33 un tiers à 25%, on a eu une flat tax qui a permis aux gens de se verser des dividendes et d'être un petit peu moins taxés sur les dividendes. Donc on a toute une catégorie très privilégiée qui a effectivement beaucoup profité du premier quinquennat d'Emmanuel Macron et du second. Je n'utiliserai pas encore les deux quinquennats parce que le deuxième quinquennat n'est pas terminé. On ne sait pas à ce stade comment il va se terminer et s'il va se terminer un jour, et il n'est pas évident qu'il se termine à la fin et à son terme comme il le devrait. Et puis vous avez toute une France qui est la France du Rassemblement national, qui a été mise de côté, qui est la France périphérique, la France de certaines banlieues, la France évidemment rurale, qui a été totalement oubliée et qui est passée complètement sous les radars de la Macronie. Ils avaient pourtant toutes les cartes en main pour comprendre ce qui était en train de se passer. Ça a commencé, je crois, un samedi 17 ou 18 novembre ou octobre, mais je crois que c'était novembre 2017, avec des millions de Français qui ont enfilé un gilet jaune pour rejoindre des ronds-points et qui ont dit « Nous, on a un problème de pouvoir d'achat. Et nous, en fait, on a un vrai souci pour terminer notre fin de mois. » Alors à cette France-là, à cette frange des Gilets jaunes, qui est rentrée chez elle à coup de flashball, et qui aujourd'hui met le coup de pied de l'âne par son vote, et encore une fois, la carte électorale parle d'elle-même et est extrêmement claire, cette France-là, le bilan d'Emmanuel Macron est absolument effroyable et désastreux pour cette France-là, et il ne faut pas se tromper, en termes de volumétrie, Emmanuel Macron a appauvri beaucoup plus de gens
qu'il n'en a enrichi les happy few de la mondialisation, les happy few de la Macronie, ceux qui habitent entre Auteuil, Neuilly, Passy, tels sont leurs ghettos pour riches. Vous pouvez rajouter le 16e arrondissement qui vote majoritairement Ensemble, ou En Marche, ou Renaissance, on ne sait plus très bien comment il s'appelle, il change de nom tous les 4 matins, mais qui en tout cas vote Macron. Tous ces Levallois va voter Macron, enfin bon voilà, tous ces quartiers de riches bénéficiaires du bilan de la Macronie votent Macron. Ils savent quelle est la main qui les nourrit. Mais enfin, Levallois, Neuilly, Auteuil, Passy ne sont pas la France, loin de là, et c'est ce qui est en train d'exploser à la figure du président de la République. Ouais, c'est très clairement ce qu'on a compris. 93% des communes, alors c'est pour les élections européennes, mais finalement le trend est le même pour les législatives anticipées. 93% des communes en France ont placé la liste RN, une liste RN, en tête de leurs intentions de vote. 93% des communes, quand on regarde la carte, la couleur est nettement différente de il y a 5 ans, 10 ans. Donc effectivement, on peut le dire, finalement, c'est beaucoup un vote contre Emmanuel Macron plus qu'un vote pour des idées en réalité. Je crois que probablement Emmanuel Macron sera le président le plus impopulaire de la Ve République, si tant est qu'il aille au bout de cette Ve République. Oui, et c'est assez logique. Encore une fois, il y a un hiatus effroyable entre ce président et son peuple. Une population qui a toujours ressenti une forme de détestation de son président à son égard. Et je crois que là, on est dans quelque chose qui est extrêmement instinctif, mais qu'il ne faut surtout pas balayer d'un revers de main, parce que finalement, on touche peut-être l'essentiel. Oui, il est détesté, et il est détesté pour une raison simple. Il n'aime pas les gens, et les gens le ressentent. Et ceux qui le ressentent finalement, sans forcément mettre des mots dessus, de manière imperceptible, eh bien, ça a donné une scène pendant les Gilets jaunes qui, moi, est restée gravée dans ma mémoire et qui est absolument ahurissante. J'ai 50 ans, j'ai jamais vu ça. C'était Emmanuel Macron, président de la République française, en visite dans la préfecture du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, coursé par une foule en furie qui avait envie tout simplement de lyncher son roi et de lui couper la tête. Alors là, j'espère que c'était purement théorique, et une formule purement politique et pas une formule physique. Mais enfin, en tout cas, il a clairement été coursé, et là, physiquement. Et cette image-là, elle illustre dès le départ, on est en 2017, ça fait pas longtemps qu'il est en fonction, ce président-là. Et très rapidement, il braque les Français, il est violent, il est trop dur, il est trop méprisant, bref, il n'aime pas les gens, il est totalement irrespectueux, et ça, les Français ne l'acceptent pas et ne le supportent pas. Vous pouvez leur faire énormément de choses, mais à ce niveau-là, je vous passe les gens qui ne sont rien, je vous passe j'ai une furieuse envie d'emmerder les non-vaccinés, je vous passe toute cette violence verbale à l'égard de la population qui fait qu'effectivement, Emmanuel Macron, à très juste titre, est absolument détesté. Je crois qu'il en a strictement rien à faire d'ailleurs, ce qui montre son absence totale d'empathie et le mépris complet qu'il a pour ce que les gens peuvent même penser de lui. Et donc, ça va donner une deuxième partie de ce quinquennat extrêmement dangereuse. Et là, on va rentrer dans la psychologie du chef de l'État. Et je pense que ça va être extrêmement compliqué pour lui d'aller au bout de ce mandat parce que il a finalement réduit considérablement sa base, il a détruit son propre parti, il a humilié les gens qui l'ont soutenu et tous ces grognards. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va être pour lui une deuxième séquence de mandat particulièrement difficile à mener. On verra bien les résultats, mais entre les difficultés économiques, les difficultés sociales et évidemment
l'absence complète de popularité, je crois que là, on rentre en réalité en terre complètement inconnue et que le président ne sait même pas comment lui va pouvoir faire dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, ne serait-ce que pour diriger le pays. Écoutez tout ça, Charles, on en aura un premier aperçu dimanche soir, lundi matin, au lendemain du second tour des élections législatives anticipées. On regardera, on va évidemment suivre tout ça avec attention, et ça, toute, je dirais, la planète finance, économique, sociale a les yeux tournés vers ces élections-là. Charles, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Charles Sana, vous êtes économiste, fondateur du site internet insolentiae.com, et avec nous régulièrement pour commenter l'actualité politique et économique. Je vous en remercie. De l'autre côté, à bientôt, Charles. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 4 juillet. À tout de suite.